Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Coralie, Bonjour Aurélie. bienvenue sur Allo fait dodo à nouveau. C'est le deuxième podcast Coralie qu'on enregistre ensemble. Coralie, tu es ostéopathe depuis une dizaine d'années. C'est ça. La dernière fois, tu nous avais parlé de l'ostéopathie et de comment tu accompagnais les tout petits. Tu nous avais aussi beaucoup parlé de troubles de l'oralité. Donc, c'était vraiment une approche un petit peu particulière parce que toi, de par ton parcours, tu t'es formée sur des choses qui vont, on va dire, au-delà du parcours un peu classique d'ostéopathe, de par ton expérience aussi en tant que maman. Et aujourd'hui, dans cet épisode suite, cet épisode numéro 2 finalement, nous allons aller peut-être un petit peu plus loin parce que tu es très curieuse, tu es passionnée, tu as fait d'autres formations depuis la dernière fois qu'on a enregistré le podcast. Tu as d'autres choses à partager aux parents qui nous écoutent, mais peut-être aussi aux professionnels qui nous écoutent, qui souhaiteraient aussi faire des différentes formations pour accompagner au mieux les familles. Coralie, je te laisse te présenter peut-être en quelques minutes et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'ostéopathie, d'oralité, on va parler d'alimentation du prématuré et puis on va même aller jusqu'au réflexe archaïque. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. Coralie, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et sur ton métier? Ça marche. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis ostéopathe dans les Yvelines, pas loin de Versailles, donc ça fait bientôt 12 ans que j'exerce en cabinet libéral et je suis aussi maman d'une petite fille qui va du coup bientôt avoir 3 ans. Dans mon parcours, je me suis toujours intéressée à la pédiatrie, donc j'ai commencé des formations, post-graduées en ostéopathie pédiatrique en 2013, enfin voilà, juste un petit peu après le diplôme. Et puis d'année en année, j'en ai un petit peu accumulé effectivement et en devenant maman, ce qui s'est passé, c'est que ma fille a eu des troubles de la succion et des troubles de l'oralité. Donc le vivant aussi en tant que maman, je me suis formée, en tant que pro. Alors effectivement, comme tu disais, ça peut interpeller parce qu'on se dit: «Quel est le rôle d'un ostéopathe dans, l'accompagnement des troubles alimentaires, pédiatriques, quels qu'ils soient?» C'est une vraie question. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je suis sollicitée par les familles pour cette problématique-là, pour des problématiques d'allaitement, de mise au sein, de biberonnage et plus tard dans l'alimentation et je reprécise encore ici que, bien évidemment, je ne travaille pas toute seule et je travaille toujours en équipe avec, tous les autres professionnels qui peuvent accompagner ces enfants donc pour pas les citer, mais voilà, orthophoniste, kinésithérapie maxillofaciale, ergothérapeute, psychomote, praticien en réflexe archaïque, nutritionniste, enfin voilà, naturopathe, enfin voilà, tout ce qui s'articule, consultant de réadaptation, bien sûr, pas que je les oublie, mais voilà, tout ce qui s'articule autour de ça et voilà. Mmh. Alors, là, du coup, Coralie, la dernière fois, on avait déjà parlé des freins restrictifs de langue, des freins restrictifs tout court, buccaux, en fait, hein. Du On coup, ouais, avait, bien oui. évoqué les troubles de l'oralité. Vraiment, j'encourage, là, les parents qui nous écoutent à aller écouter cet épisode. C'était l'épisode 27 sur Allo fait dodo, où tu nous détaillais tout ça. Finalement, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, donc ça peut valoir le coup d'avoir écouté, l'autre avant ou alors peut-être dans la foulée. Hem Est-ce que tu souhaiterais revenir peut-être sur la définition des troubles de l'oralité? Pourquoi effectivement les parents, ils te sollicitent dans le cadre d'une séance d'ostéopathie? Comment toi tu viens les aider? Et puis après, comment on peut aller plus loin avec justement
des situations très spécifiques. On va parler des prématurés, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, et puis peut-être des, voilà, des expériences et des situations que toi, tu as pu avoir en cabinet et que tu souhaites partager. Ouais. Alors je voulais aussi, dire que depuis, qu'on a enregistré la dernière fois, le terme trouble de l'oralité je crois n'est plus en vigueur. Je crois que maintenant ça s'appelle les troubles alimentaires pédiatriques. L'oralité n'est plus forcément mise en avant, mais j'ai pas la définition clinique sous les yeux, mais en gros c'est, un trouble, sensoriel, qui empêche l'enfant de bien s'alimenter. Pour être, voilà, pour faire un très gros raccourci, et c'est un trouble sensoriel qui peut être tout niveau, c'est-à-dire buccal, olfactif, auditif, visuel, tactile, voilà, tous les sens sont, perturbés, et l'oralité en est perturbée, mais ce qu'on dit souvent, enfin ce qu'on nous a transmis en formation, c'est, «Ce que, ma main ne touche pas, ce que mes yeux ne voient pas, ce que mon oreille ne peut pas entendre, j'en étais où? Et ce que mon nez ne peut pas sentir ne finira pas dans ma bouche, en fait. Donc on peut se dire que, la bouche et l'oralité est le dernier rempart, pour pouvoir bien s'alimenter, en fait. Et si je reprends juste l'oralité vraiment, c'est pas que, manger, c'est aussi, parler, enfin c'est aussi, dans l'échange avec ses proches, c'est, aussi parler, c'est dans le langage non verbal, enfin l'oralité, c'est plus que juste manger, mais, voilà. Ça a juste changé de nom depuis. Et tu me demandais quoi après? Comment on les aide en ostéo? C'était ça ta question. Bah oui, Et ben pourquoi les familles ah te oui, sollicitent par rapport à ça? C'est ouais, vrai que ouais, le ouais, lien n'est pas bien sûr, forcément direct et bien comment sûr. toi tu te Non, non, bien sûr. positionnes en tant que professionnel? Alors, bien souvent, déjà, elles viennent rarement, sans être adressées par, souvent c'est une orthophoniste ou une consultante en lactation. Parce qu'en fait, ce que nous, on peut faire en ostéopathie, c'est les aider au niveau des fonctions buccales pour que tout fonctionne bien, ne serait-ce qu'au point de vue tissulaire, musculaire, facial, circulatoire, sur toute la sphère orale, sur toute la sphère crânienne, enfin voilà, sur toute cette partie-là. Donc nous, il faut qu'on s'assure avec nos mains que, tous les tissus de cette région-là soient, fonctionnels, qu'il y ait pas de tension particulière, voilà, c'est ça notre rôle vraiment. Donc c'est un peu compliqué parce que justement comme ils sont très sensibles au niveau du visage, au niveau buccal et au niveau corporel, c'est là où je me suis retrouvée en situation d'échec de nombreuses fois. Je ne pouvais pas les traiter ou je ne pouvais pas les manipuler parce qu'au niveau sensoriel du corps, je pouvais même pas y accéder en fait. Donc il y a des Mmh. petits exercices sensoriels, voilà, on en avait parlé au premier épisode pour commencer déjà à faire, descendre cette chape de plomb en fait qui est sur eux pour pouvoir, gentiment commencer à travailler. Et puis il y a énormément de guidance parentale parce que, ce qu'on ne peut pas forcément faire en séance, non pas que les parents soient des ostéos en devenir, mais on peut au moins transmettre des exercices de désensibilisation pour arriver à faire ce qu'on veut faire en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu de cette façon-là que j'y suis arrivée en fait, en me disant voilà, les premières consultes où on m'envoie des enfants pour un trouble de la succion, où je peux même pas aller mettre un doigt dans la bouche pour vérifier son palais, bah, du coup, comment je fais? Enfin, voilà, c'était ça le problème était là, en fait, au départ. Mmh. Hem, Et là, du coup, par rapport à la formation que tu as suivie en 2022, là, on enregistre cet épisode en novembre 2022, donc la formation que tu as suivie cette année, ça te permettait enfin, ça te permet, du coup, aujourd'hui, d'accompagner des enfants avec des difficultés différentes ou alors d'aller plus loin ou d'aller différemment, en fait, parce que, du coup, tu t'étais déjà formée ouais, sur, les freins ouais, réceptifs et sur l'oralité. bien sûr. Est-ce que Alors, tu peux nous en dire plus? ouais, je pense qu'en fait, on va dire que ça fait, ouais, bientôt 2 ans, 2 ans et demi plein j'accumule les données là, et en fait, plus j'avance et plus, mais comme dans beaucoup de situations, hem j'ai tendance à, je sais pas comment dire, moins en faire pour avoir un meilleur résultat. C'est-à-dire qu'avant, je donnais beaucoup d'exercices à faire, je faisais beaucoup de choses, sans doute trop, hein, et l'enfant avait pas le temps de les intégrer, de les comprendre, les parents non plus. Je leur demandais une liste, impossible d'exercices, je pense notamment aux freins réstrictifs buccaux, et sans doute par erreur, des fois, avec des parents pensant bien faire et moi aussi, hein, en disant: «On va faire des exercices tous les jours dans la bouche de notre enfant, on va y aller, ça va marcher, on va y aller, on va le faire, on va le faire». Il y a peut-être des enfants chez qui on a créé l'inverse, on a créé une aversion orale et on a créé un inconfort oral. Donc j'y ai sans doute été confrontée, et c'est là où je me suis dit: «Ah ouais, en fait, OK, j'ai appris des choses sur, l'oralité et comment on avance, mais il y a des situations où c'est encore trop, en fait, où je m'en dépatouille pas, où on n'arrive pas, en fait». Donc je me suis dit: «Bon, il faut encore ajuster», et il y a encore, sans doute des choses que j'ai pas pour ajuster ça, en fait.
pour des enfants qui cumulent, des troubles de l'oralité associés à des pathologies, génétiques ou des malformations maxillofaciales ou des malformations de la tête et du cou et ben, c'est un parcours encore différent et c'est une prise en charge encore différente où ce qui fonctionne avec les autres ne fonctionne pas forcément avec eux, en fait. Donc c'est pour ça que cette année, je suis allée chercher, encore d'autres données, un peu plus précises, là-dessus. D'accord et du coup qui te permet d'être, de Bah, de j'imagine de pouvoir adapter plus facilement ce que tu vas proposer en fonction des Exactement, différents enfants exactement, exactement. et C'est-à-dire d'avoir que des ce que résultats plus probants. tout à fait. Ce que je reproduisais avant avec tous les enfants, en disant: «Voilà, je donne aux parents un peu toujours les mêmes exercices», voilà. J'avais une certaine routine, aussi, hein, qui s'installait et bah, à force, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas à chaque fois non plus, hein, Mais qui correspondait du coup à la formation aux formations que tu avais pu oui. voir par le passé Mmh et mh. c'est toi qui t'es dit: «En fait là, il y a une limite, je l'ai atteinte et Tout à du fait. coup on va essayer de faire différemment». Ouais, D'accord, oui, tout je à fait. comprends. Mais parce que, dans les enfants que je vois, je vois de tout et je pense que je suis aussi sollicitée pour, des enfants avec des pathologies que je ne voyais pas avant ou en tout cas qui n'arrivaient pas jusqu'à nos cabinets d'ostéopathie avant, c'est ce que je veux dire. Ouais, ouais. Mmh. Ça a changé, ouais, effectivement. D'accord, OK. Est-ce que tu souhaites nous donner, un exemple, pour qu'on puisse, se rendre compte un petit peu si là, il y a des parents qui nous écoutent, qui, se disent que peut-être leur enfant, bah, voilà, n'est pas à l'aise par rapport à tout Oui, ce qui est sensoriel comme tu viens de l'évoquer, qu'il peut y avoir des répercussions sur l'oralité, sur la façon de s'alimenter. Alors je me rappelle que la dernière fois, tu nous avais expliqué ce qui pouvait alerter, peut-être pas forcément revenir là-dessus, mais en tout cas que le parent puisse se dire: «Bah, si je vais chez un ou une ostéo, à quoi je peux m'attendre? Qu'est-ce que je peux demander? Comment je présente les choses et comment je peux me faire aider là-dessus? j'allais dire ça va aussi dépendre de l'âge de l'enfant et du parcours, mais en général, c'est je peut-être je me trompe, mais souvent nous en ostéopathie, on arrive alors c'est 2 cas de figure. Soit on arrive en première ligne et l'enfant n'a pas vu personne avant et c'est nous les premiers à le voir en consultation. Et donc là, c'est ce que je disais, bon, je vais pas redire tout ce que j'ai dit sur le premier épisode, mais si c'est des enfants déjà sur une première consultation, on n'arrive pas à manipuler, qui se laissent pas faire, qui sont très inconfortables, qui pleurent, on n'arrive pas à aller dans la bouche, juste pour tester un palais, une langue, n'importe quoi, les os du crâne, ce qu'on veut, c'est que déjà on voilà, on doit se dire c'est le parent va nous dire: «Bon, OK, il est dans un mauvais jour aujourd'hui, c'est pas c'est pas une super séance, on n'arrive pas à le manipuler, c'est compliqué». OK, mais si on gratte un petit peu, voilà, est-ce qu'il y a eu des antécédents, de naissance particuliers? Est-ce qu'il a été hospitalisé? Comment il a été nourri dès l'accouchement? Et est-ce qu'il y a des difficultés alimentaires? Bien souvent, on recoupe un petit peu tout ça. Donc ça, c'est les premiers cas de figure, quand on est les premiers remparts, j'allais dire. Et quand on est en fin de course, que ça arrive aussi, des enfants qui sont plus grands, qui ont 15 mois, 20 mois, qui ont vu, beaucoup, beaucoup de monde. Ce qui est difficile, en fait, dans ces enfants-là, c'est que bien souvent, ils sont plus grands, donc ils se laissent encore, peut-être moins approcher, j'allais dire. Heu, donc là, c'est difficile de répondre à ta question parce que c'est vraiment du cas par cas. Il y en a qui vont se laisser manipuler, amadouer parce qu'on va trouver, une façon de les aborder où voilà, ils vont rester avec leurs parents en train de lire un livre et nous, on va essayer de les manipuler pendant enfin, j'allais dire ça, c'est un peu du cas par cas. C'est peut-être difficile de répondre à la question, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si, le thérapeute qui est en face de vous, n'arrive pas à manipuler votre enfant, même en ayant eu des stratégies, de jeu, voilà, de divertissement, de ce qu'on veut, c'est que peut-être il faut se poser des questions en tout cas, voilà. Qu'au niveau sensoriel, comme tu disais, ben, c'est trop juste ou en tout cas on va pas on va pas, demander aux parents de tenir l'enfant, de le voilà et pour le manipuler. Ça a pas de sens, enfin ça ne produira rien de bon, on est d'accord? Donc bon, Et donc là, pour faire suite à ce que tu dis, donc là, si on déroule un peu le fil logique, donc si le parent, il se retrouve avec son enfant qui ne peut pas être manipulé par, c'est ça. l'ostéopathe, ça peut vouloir dire qu'effectivement au niveau sensoriel, c'est très difficile. Ouais, Du ouais. coup, l'étape 2, en fait, ça va être Ah de oui. travailler sur autre chose Et pour oui, et oui, qu'ensuite l'enfant puisse se bien faire sûr. accompagner d'un point de vue Bien sûr, c'est mécanique, enfin structurel, tout quoi. à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que là, bah, c'est souvent des consultes où moi je pose quasiment pas la main sur eux. J'ai beaucoup d'échanges avec les parents. Je leur dis: «Voilà, dans tout ce que j'ai observé, vu, dans tout ce que vous m'avez dit aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à chercher au niveau» ce qu'on disait réflexe archaïque, il y a peut-être quelque chose à chercher au niveau, sensoriel, en ergothérapie, en psychomote, en kiné maxillofacial si toutefois il y a des fonctions, à rééduquer. Enfin,
là, je vais me retrouver dans une position où je vais de fait référer. Je vais leur dire: «Bah, là, je ne peux rien faire, en l'état, je ne peux rien faire». Mais, le j'allais dire, plus j'avance et plus je me dis que, hem c'est pas forcément notre rôle, je dis pas que c'est notre rôle, mais les familles arrivent dans cette espèce d'errance un peu de prise en charge et puis on arrive, voilà, à ce moment-là et on finit par dire: «Bon, OK, moi je récolte toutes vos données, je récolte tout ce que vous avez vécu, tout le parcours et on en est où? On fait quoi? Est-ce que moi je peux faire quelque chose de mon vraiment de ma casquette d'ostéo, poser les mains sur votre enfant, trouver des tensions, les traiter et avancer? Et si c'est pas le cas, il faut que je sois capable de référer, en fait». En gros. Mmh. Ouais. Donc OK. c'est pas un échec thérapeutique au sens, je ne peux pas poser mes mains sur l'enfant, je ne peux pas l'aider à l'instant T, certes, mais si on trouve, par quel, biais on y arrive et bah, peut-être que je pourrais poser mes mains dessus et aider. C'est voilà, c'est ça. Comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours, un enfant qui aurait, vraiment des troubles au niveau sensoriel, qui serait, très, très, Bah, très sensible et du coup qui se retrouve dans ces enfants qui ouais. peuvent, venir en cabinet et sur lesquels toi tu as un tout autre travail à faire avant de pouvoir poser les mains dessus? Et ben, pour, ne pas citer une petite fille que j'ai vue ce matin, c'est des parents qui arrivent et qui me disent que voilà, c'est une petite fille très sensible. Alors ils ont une référence d'un premier enfant qui était pas du tout pareil au même âge et voilà, où ils disent que c'est une petite fille qui, au moindre bruit va sursauter, au moindre truc qui va lui toucher le corps ou le visage ou les mains va, hem comment dire? Manifester un rejet et se mettre à pleurer et vraiment, ils voilà, ils disent: «Bah, elle est, colérique, elle fait des crises, elle pleure pour rien». Et donc en fait, quand on leur demande dans quelle situation ça se produit et ben, on retrouve qu'il y a des stimulations sensorielles, en face. Donc quand il y a un truc visuel, qui lui arrive là, bah, pareil, elle va se mettre, je pardon, il me voit pas, mais quand elle a un truc qui arrive devant ses yeux un peu trop rapide, un peu trop brusque, bah, elle va se mettre à sursauter. Quand il y a un truc qui tombe dans la pièce, pareil, elle va se mettre à pleurer. Quand elle va être en contact, là, tout à l'heure, elle était là, il lui donnait un petit peu de compote. Bon, bah, tant que la compote restait dans la région de sa bouche, ça allait. Puis une fois que la compote est tombée, un petit peu devant elle, sur ses habits et sur ses mains, ça a commencé à être, très inconfortable pour elle, en fait. Et Une petite rien que fille de quel âge? Qu'on puisse se situer, Coralie? 11 mois, 11 mois. 11 mois, d'accord. Et qui pour autant, je le précise, là, dans ce cas-là, n'avait pas de difficultés alimentaires, mais des troubles du sommeil importants, par contre. Donc, voilà, je sais Mmh. que chez vous, c'est important, mais là, je me suis dit: «Oh ouais, elle a une porte d'entrée sensorielle très importante et sans doute un taux de cortisol qui monte toute la journée en fonction de tout ce qu'elle ressent et tout ce qu'elle vit» et du coup, bah, le sommeil est très, très délétère, en fait. Donc, et donc, voilà, j'ai un tapis, au sol où je sors, plein de jeux. On pourrait se dire: «Chouette, chouette, chouette», il y en a c'est qui arrivent, les parents, voilà, les déshabillent un peu. Pendant qu'on discute avec les parents, ils les mettent au sol, ils commencent à faire leur vie, à jouer, à aller chercher les jeux. Là, c'était impensable. J'ai sorti tous les jeux, elle s'est enfin, elle s'est, emmitouflée dans le pull de sa maman, elle est restée cramponnée à sa maman et j'ai quasiment rien pu faire, effectivement. Donc, voilà, ouais, là, je me dis: «Bon, bah», la maman me dit: «Bah, vous pouvez vérifier s'il a des tensions?» Ben oui. Ouais, vraiment là, elle est en grande difficulté, vraiment et elle est gardée en collectivité et à la crèche, c'est un peu ce que le personnel, dit aussi en fait, que, c'est difficile, que c'est une enfant difficile, mais voilà. Mmh. Bah, du coup, on peut peut-être faire, le pont, Coralie, par rapport à ce qu'on a cité en introduction et peut-être aux réflexes archaïques. Oui, Moi, je trouve cette notion vraiment très, très intéressante et j'ai l'impression, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que qu'on parle des réflexes archaïques, là, vraiment, on vient remonter à la cause des causes. Heu, voilà, archaïque, ça porte vraiment son nom. Ce sont les réflexes qui viennent tout se développer soit in utero, soit, juste à la naissance, qui vont être intégrés petit à petit au fil des mois et qui, ne doivent pas normalement gêner l'enfant, mais qui peuvent finalement le gêner s'ils ouais, ne sont pas intégrés. Et j'ai l'impression que là, par rapport à ces enfants qui peuvent souffrir de troubles de l'oralité ou qui sont au niveau sensoriel très, très sensibles, c'est parce qu'il y a des choses comme ça qui n'ont pas été intégrées. tout à fait. Si j'ai bien compris, toi, au niveau de l'analyse que tu peux en faire, bah, tu peux, mettre en évidence ça et ensuite renvoyer vers des Oui, professionnels, donc des ouais, kinés formés aux réflexes archaïques ouais. pour que les parents se sentent aussi soutenus et qu'ils sachent quoi faire. Ouais, tout à fait. Je c'est des kinésiologues, c'est pas des kinés en fait, si, il y a des kinés qui peuvent être formés aussi, mais souvent, c'est des kinésiologues qui font ça. Hem, alors moi, ce que je constate dans ma pratique par rapport aux réflexes archaïques, c'est comme tu disais, c'est des réflexes de vie, et de sécurité qui sont censés être intégrés et
maturer au profit des mois d'acquisition d'autres choses au niveau moteur. Donc, c'est difficile à expliquer. Mais par exemple, un cas concret d'ostéo qui nous arrive tous les jours. Des enfants qui ont un torticolis, une préférence d'un côté, une plagiocéphalie, donc un crâne qui s'aplatit d'un côté, et ou ce qu'on appelle une brachycéphalie. Donc, c'est des enfants qui sont beaucoup en extension et qui ont un mur, qui ont un aplatissement total de l'occiput derrière. On se dit très bien, c'est des enfants qui du coup sont enroulés, engagés dans une certaine préférence motrice dont ils ont du mal à s'en dégager. Donc on pourrait se dire: «Très bien, moi avec mes techniques d'ostéo, je sais faire, je sais manipuler une base du crâne, je sais manipuler du cervical, je sais manipuler une épaule, je sais libérer tout ce que je dois libérer pour qu'il se dégage de cette préférence-là». OK, ça, partons du principe. Sauf que, c'est ce que tu disais juste avant, s'il y a des réflexes archaïques associés à cette préférence motrice qui sont intégrés, on aura beau les manipuler et essayer de les dégager de leur tension, on n'arrivera pas au bout parce qu'ils vont toujours reboucler leurs réflexes non intégrés. Oui, ça va revenir en fait. Tu Ça vas va trouver revenir. des enfants qui reviennent tout le temps avec les mêmes Donc difficultés. donc et dont on alors soit qu'ils reviennent tout le temps, soit chez qui on a un gain qui est, on va dire minime et qu'on n'arrive pas, ils restent vraiment figés dans leurs préférences motrices, en fait. Donc là, déjà, ça doit interpeller. Si je parle, par exemple, du réflexe de Moro qui est assez compréhensible, c'est des enfants qui vont aller beaucoup en extension en arrière, hein, avec les membres ouverts. Et en général, le réflexe de Moro, il est provoqué par une stimulation, de l'oreille interne, donc du vestibule. C'est-à-dire dès que la tête va partir un petit peu en extension et que l'oreille interne va comprendre que la tête part, il va y avoir ce réflexe d'ouverture des membres, du thorax et l'extension de la tête. Oui, Donc réflexe de Moro qui est testé depuis de tout ouais. petit à la naissance chez le médecin, chez le pédiatre, oui. Donc ça, c'est, on va dire, la partie vestibulaire chez tous les enfants. On se doute bien quand ils sont portés et qu'ils sentent que, on va les lâcher ou les poser ou qu'ils sont, transportés, je sais pas, des bras ou posés dans quelque chose dans une poussette, par exemple, et qu'ils sentent qu'ils partent en arrière. Souvent, ils nous refont un mot parce qu'ils savent, ils se sentent partir et donc voilà. Mais il y a aussi des enfants qui font un moro, je vais essayer de pas trop perdre les gens dans ce que je dis, qui font un moro, le moro, en fait, il est précédé d'un autre réflexe archaïque qui s'appelle le RPP, le réflexe de paralysie par la peur. Et ça, c'est un réflexe qui est très, sensoriel dépendant. Donc un bruit fort, une odeur forte, une sensation tactile forte, ça, on peut déclencher un moro, pas par j'ai la tête qui part en arrière, mais par d'autres stimulations sensorielles, en fait. Et ça, on le sait moins quand on n'est pas, enfin, du coup, quand on n'est pas alerté là-dessus, on le sait moins. Mais c'est du rôle vraiment des praticiens qui sont formés en réflexe archaïque pour le dépister et pour le traiter surtout, pour le traiter. Mmh, et Donc alors c'est ce que comment dit nous comment en on aide eh comment on ben, aide justement ces enfants à intégrer ces réflexes? On est d'accord que c'est pas une alors fatalité? non, alors je suis pas suffisamment, j'ai fait qu'un module, découverte pour les réflexes archaïques, donc je suis pas suffisamment formée pour les accompagner moi. Mais en tout cas, de ce que je sais et de ce que j'en comprends, c'est que pour pouvoir les intégrer, il y a une partie de ce qu'on appelle, il y a du remodelage des réflexes. Donc on va, aller, pas c'est pas de la manipulation, mais c'est plutôt aller toucher, aller guider les zones sensorielles qui sont en défaut là-dessus. Et surtout, on va inviter l'enfant à, reproduire la chorégraphie du réflexe pour qu'il puisse l'intégrer en sécurité dans son être, en fait, sans avoir Mmh. de stress, sans avoir, c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Donc on va recorégraphier le réflexe, on va lui faire reproduire des postures, mais c'est nous qui allons le guider. C'est pas lui qui va, par exemple sur le Moro, c'est par lui qui va partir en réflexe de Moro. C'est nous qui allons le guider et qui allons l'amener en sécurité vers ça. C'est Donc important. toi, en fait, quand tu te rends compte qu'effectivement ça peut, déclencher, plein de enfin, provoquer Bah, des difficultés chez l'enfant, tu viens orienter vers le ah bah, professionnel qui clairement. qui pourra les accompagner. Ouais. Ouais, tout à fait, et c'est une lecture évidemment que j'avais pas avant d'être formée, même si j'en avais l'intuition, parce que justement, c'est des encore une fois, c'est des consultations où j'étais en échec ou sur une plagiocéphalie ou une brachycéphalie, je renvoyais l'enfant, 10-15 jours après traitement et puis, bah, non, ça a pas bougé, bah, non, non, on n'a rien gagné, non, il a toujours la tête tournée, ça s'aplatit toujours, bon, OK. Voilà, donc je voilà, ça Mmh, interpelle en tout cas à chercher plus loin, c'est clair. bien sûr. Hem, Coralie, est-ce que tu veux nous parler de l'alimentation du prématuré? C'est quelque chose qu'on a évoqué toutes les 2 juste en préparation de cet épisode. Hem, du coup, là, c'est pareil, dans quelle mesure quelle est la place de l'ostéopathe? Dans quelle mesure l'ostéopathe peut venir aider sur ce sujet qui paraît un petit peu loin, finalement? Oui. Et ben, alors, pour plusieurs raisons, j'allais dire les prématurés sont souvent,
malmenés, si je puis dire, au niveau de leur oralité, mais de fait, c'est parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils sont trop petits et trop, immatures, au niveau des fonctions pour pouvoir s'alimenter par eux-mêmes, donc souvent ils sont sondés, et pareil, ils n'ont pas, la possibilité d'aller investiguer leur zone orale. Ils vont pas aller faire du main-bouche tout de suite, hein, bien souvent parce qu'ils sont dans des incubateurs, ils sont scopés, ils ont pas forcément les bras près du corps non plus, donc ils vont pas, si on reparle des réflexes archaïques comme tout à l'heure, ils vont pas avoir la possibilité d'aller intégrer déjà tous leurs réflexes oraux, comme des enfants pas normaux, mais nés à terme, je veux dire. Donc ça déjà, c'est voilà, ça va être des enfants qui, pareil, parce que sans doute ils ont été dans des incubateurs un petit peu de temps et pas stimulés de la même façon que les autres, vont avoir aussi des préférences motrices. Je me souviens d'en avoir vu un il y a pas longtemps, qui a été donc en incubateur et je demande à sa maman de quel côté elle était, enfin de quel côté le parent était. Donc elle me dit: «Bah, j'étais tout le temps à droite». Ah bah oui, mais du coup, logique, il a totalement investigué son côté droit, donc il était complètement en torticolite de son côté droit, mais parce que la stimulation, était tout le temps de ce côté droit. Donc bah, nous on le reçoit de fait, il est tout petit, il a déjà une déformation conséquente et quand on investigue un peu, on se dit: «OK, c'est pas lié à la prématurité, mais c'est lié aux conditions normales en fait de leur évolution en tant que primates». Donc voilà, c'est important de le savoir pour se dire: «OK, il faut le prendre en compte dans notre, interrogatoire nous aussi auprès des parents». C'est ouais, en tout cas, tous les soins qu'ils vont recevoir, en incubateur et cetera, beh, peuvent avoir une conséquence sur leur développement après. Donc C'est pour ça que là, tu parlais à la base d'alimentation du prématuré, mais c'est parce ouais, que mais justement c'est le bébé prématuré, va pouvoir avoir un chemin, très compliqué et oui, puis, oui qui, bah, oui, jonché et d'embûches ouais, et le du coup les répercussions sur l'alimentation se font ouais, plus sentir, en aussi, fait. aussi parce qu'ils ont pas c'est pas la capacité, mais les 2, la capacité parce qu'ils sont tout petits et la ch ouais, ils ont pas les conditions de soins, on va dire, égale aux enfants nés à terme pour pouvoir, bien investiguer leur zone orale notamment. Donc ils vont partir avec potentiellement un déficit par rapport aux autres, parce que leur environnement de naissance, n'est pas le même tout simplement, tout simplement. Et là, le rôle de l'ostéopathe, la posture, c'est, de mettre des mots dessus, d'expliquer Oui, déjà ce qui peut se oui, passer pour l'enfant et ensuite toi, tu vas pouvoir, de par la pratique manuelle, venir accompagner l'enfant pour c'est qu'il puisse retrouver de la de souplesse la au niveau des motricité, tissus, au de la niveau de la souplesse, tout à fait. motricité. Finalement, au Mmh. niveau technique manuelle, ça change pas grand-chose. C'est plutôt dans la compréhension de pourquoi ça s'est produit et pourquoi, cette zone-là a été plus sollicitée que l'autre, par exemple, et pouvoir aussi rassurer les parents en disant: «Bah, voilà, c'est un entre guillemets, un conditionnement de l'environnement de leur naissance qui a fait que ça en est arrivé là», par exemple. Ça peut aussi permettre de comprendre et de se rassurer, de pas culpabiliser, de tout ce qu'on veut. Enfin, ouais, ouais, aussi. Ouais, ouais, tout à Mmh. fait. Peut-être qu'on peut terminer sur un sujet, Coralie, qui est vraiment très intéressant, pour les parents qui nous écoutent et qui auraient peut-être, un enfant en situation de handicap. Hem, il y a des choses, en fait, qui sont possibles, qu'on ne connaît pas forcément. Toi, tu reçois en cabinet des enfants Oui. en situation de handicap avec parfois, bah, des soucis soit très rares, soit vraiment très difficiles à explorer, à comprendre et à soigner. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et quelles sont les ressources que les parents peuvent avoir aujourd'hui? Alors ouais, en fait, j'ai, reçu c'est au compte-gouttes, mais je commence à recevoir des enfants, avec des maladies rares et des polyhandicaps du coup associés. Tu dis que ça que tu dis que tu commences parce que justement du bouche à oreille en fait, de fait que parce que tu es spécialisée, Ouais, dans la pour partie les enfants et sur les peut-être les particularités aussi, ouais, ouais, pour les tout petits? D'accord. pour les tout petits, pour tout ce qui draine autour de forcément de l'alimentation et du corps entier et du sensoriel, enfin tout ça s'articule quand même, assez régulièrement en fait, et en fait, j'allais dire, ils arrivent à moi par des chemins, diverses, ou par des orthophonistes, ou par les équipes, de santé qui les suivent déjà en fait, hein. C'est souvent des enfants qui sont suivis, hein, qui ont un parcours de soins assez dense. Orthophonistes, psychomotes, ergothérapeutes, kinés, ils arrivent souvent à moi par ce biais-là, pour justement que je puisse,
lever des tensions s'il y en a, enfin voilà, regarder ce qu'il y a à travailler tout simplement. Et en fait, j'en ai pas eu énormément, mais de ce que j'ai vu, ils avaient des pathologies qui sont référencées du coup, par la filière tête-cou. C'est ce que je te disais, c'est une filière qui regroupe, des associations et des centres, alors je vais essayer de ne pas perdre les gens non plus, mais des centres de référence et de compétences, des chirurgiens qui opèrent pour toutes les malformations, de la tête et du cou. Donc en France, ça fait un paquet de centres de référence quand même, hein. Donc c'est des enfants qui sont, voilà, attachés selon leur région en France à ces centres de référence et je trouve, pour les avoir, rencontrés, que la filière Tête-Cou fait un travail de dingue sur, le référencement et l'explication de ces pathologies. Ils font des infographies qui sont diffusées sur leur site et sur Instagram. Ils font même des podcasts, qui s'appellent, «Maux de tête» où, est interviewé un chercheur, un praticien ou chirurgien ou pédiatre, ou voilà, et une troisième personne, j'ai oublié, quelqu'un de l'association, enfin voilà, ou un parent ou un représentant de l'association ou un parent. Et je trouve ça d'une ressource vraiment très, très intéressante pour toutes ces familles-là. Parce que ça vulgarise l'information. Ça, voilà, on dit voilà, telle pathologie, bah, c'est ça. Et on en parle en fait, tout simplement, on en parle et ça devient visible en fait. Ouais. Mmh. Et toi, du coup, ce que tu constates, c'est que finalement, dans les troubles que peuvent rencontrer ces enfants-là, ce sont des troubles finalement, d'une certaine façon assez similaires, Oui, aux troubles que tu peux voir de oui, façon un peu plus récurrente dans ton complètement. cabinet. Oui, Peut-être un peu plus prononcées, mais finalement, les difficultés au niveau de l'oralité peuvent être similaires et du coup, bah, les solutions peuvent tout à aussi être similaires fait. Ouais, et aider, complètement. Ouais, oui, il faut donc prendre en ça compte. reboucle avec ce qu'on disait au début de l'épisode. Ouais, il faut prendre en compte leurs particularités, mais après tout, une fois qu'on a, les tenants et les aboutissants de leur pathologie, comment ça fonctionne physiologiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, bon, bah, voilà, une fois qu'on le sait, on s'adapte et puis il y a pas de souci, en fait. Ouais, ouais. Mmh, super. Merci infiniment Coralie de nous avoir partagé tout ça. C'est vraiment d'une grande richesse et c'est vrai que ça éclaire probablement de nombreux parents qui pourront aussi peut-être poser des questions plus Oui, précises, lorsqu'ils sont en cabinet parce que c'est pas toujours évident non plus, pour le thérapeute, de savoir, voilà, la famille arrive avec, bien sûr, parfois pas du tout de questions, parfois beaucoup de questions et c'est vrai que c'est bien de pouvoir être éclairé pour poser les bonnes questions. Donc tout à fait. c'est vraiment très riche. Coralie, je précise que tu es, le partenaire de Caroline Ferriol, chez Fedodo, hein, tu fais partie du village Fedodo. On peut retrouver ta page, sur le site du village Fedodo, même si là, aujourd'hui, toi, tu exerces en présentiel dans ton cabinet en ostéopathie. Tu fais aussi, beaucoup de conseils, finalement et donc les personnes qui sont aussi proches de chez toi, tu disais tout à l'heure Bien que sûr, tu étais dans les Yvelines, ils peuvent, te contacter et puis venir te voir directement en cabinet. Ils trouveront tes coordonnées du coup sur la page du village, je la mettrai en description du pas de podcast. souci. Est-ce que tu souhaites nous dire un petit mot de la fin? Bah, en tout cas, non, merci encore de m'avoir, sollicitée et bah, je pense que comme beaucoup dans la pédiatrie et pour tout, mais je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et en fait, je me dis toujours: «Allez, c'est la dernière formation, c'est le dernier truc que je fais», mais en fait, non. Je pense que je ne m'arrêterai jamais de chercher et d'essayer de comprendre et d'essayer d'amener des solutions, en tout cas. Pour moi, c'est l'essentiel. Oui, ça fait partie vraiment d'une approche très holistique et qui te permet Ouais, à la fois d'avoir une grande richesse dans ta pratique et puis de pouvoir accompagner des familles qui sont finalement dans des situations très différentes. Bah, tout à fait, super. tout à fait. Merci beaucoup Coralie, Merci, bonne continuation à toi et puis, peut-être à une prochaine fois. ça marche, à bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.